Nous, qui sommes amateurs de pochettes de métals extrêmes les plus gore, nous ne pouvons que le constater, le corps de la femme est une figure prépondérante dans les choix esthétiques de nombreux groupes, au point de soulever certaines questions concernant la part de sexisme qui existe dans ces sous-genres extrêmes. Et si je me permets d'aborder ce sujet ici, c'est bien parce qu'il concerne également, si ce n'est principalement, les visuels d'un certain nombre d'albums. Si l'on prend la peine de faire quelques recherches, on peut voir apparaître, ça et là, diverses critiques à propos des choix de certains groupes de métal extrêmes quant à la représentation du corps de la femme ou de la femme elle-même sur leur pochette. Le problème n'est pas tant le fait qu'une femme soit représentée torturée ou massacrée, car c'est aussi très souvent le cas des hommes. Le problème vient de la nature des sévices que subit la femme qui sont quasi systématiquement sexuels, quand elle n'est pas mise en valeur en tant qu'objet de désir malsain. Afin d'appuyer cette critique, voyons d'abord quelques exemples. En 2010, le groupe de brutal death metal Vulvectomy sort son deuxième album intitulé Post-Abortion Slutfuck, qui, une fois traduit, donne « baisse de salope post-avortement ». La pochette de l'album montre un homme a priori dément, violant une femme dont il ne reste plus que le bas du corps posé sur une table parmi les entrailles qui se déversent depuis son bassin ouvert. Le reste du corps de la femme en question est accroché sur un mur. De sa main droite, l'homme plante un couteau dans la bouche de la femme et de sa main gauche, il tient le fœtus ensanglanté qu'il a probablement arraché lui-même du ventre de la femme. La scène est évidemment gore à l'extrême, recouverte de rouge, et si elle peut rappeler le principe du visuel de l'album Butchered at Birth de Cannibal Corpse, elle ajoute tout de même la thématique du viol nécrophile au festin. Le titre vient appuyer l'idée avec l'utilisation du terme slut, qui se traduit par salope, que la femme mérite, ne serait-ce qu'un peu, le traitement qu'elle subit. Le groupe n'en est toutefois pas à son coup d'essai, puisqu'en 2007, à l'occasion de leur premier album intitulé cette fois-ci Putrescent Clitoral Fermentation, il accompagne sa musique d'une pochette tout en subtilité. Celle-ci est un photomontage où l'on voit une femme à quatre pattes, de dos, par-dessus le corps d'un homme visiblement mort. Dans ce cas-là, la femme n'est plus la victime d'un viol post-mortem, et on suppose même l'inverse, ce qui pourrait rétablir une sorte d'équilibre vis-à-vis de la pochette de Post-Abortion Slutfuck. Cependant, la femme n'est alors pas montrée comme une psychopathe commettant un viol sur un cadavre, on ne voit même pas son visage. Elle est qu'un simple corps de femme dont les parties sexuelles sont exhibées et qui n'a pas d'autre but que d'être un objet de fantasme malsain dans une débauche à la fois de gore et de luxure, le fameux rapport entre le sexe et la mort dont on parlera peut-être une autre fois. Avulcid, pour son second album Stab Wound Orgasm, en 1999, nous montre un photomontage représentant deux femmes nues dans des positions typiques des poses de mannequins de charme. Cependant, les corps de ces deux femmes sont ouverts à de maints endroits, et l'une d'entre elles s'entaille même la gorge avec un couteau. Mais toutes deux semblent prendre du plaisir à se mutiler, et c'est même ce que signifie le titre Stab Wound Orgasm, orgasme à coups de couteau. Cet artwork met encore une fois en image le fantasme de la femme en tant qu'objet sexuel dans un contexte gore, qui est, finalement, une véritable récurrence dans les sous-genres du death metal et du grindcore. Cette pratique, consistant à mettre en scène des corps de femmes nues et dans des positions ou des situations provocantes et explicites, est loin d'être un fait contre-culturel, car dans notre société occidentale, ces corps sont devenus de véritables marchandises. Peu importe le support, cinéma, magazine, télévision, publicité, photographie, etc., le corps de la femme est très largement représenté selon ses conditions, au point que cela ne surprenne ni ne dérange plus grand monde. Notre société nous montre cela sur de gigantesques panneaux publicitaires, sur les emballages de nombreux produits de consommation ou de mode, à la télévision, aux heures de grande écoute. La différence entre cette pratique et ce qui se fait sur les artworks de métal se trouve dans l'utilisation du gore, et ce n'est qu'une manière de choquer, de dégoûter, un ajout qui ne porte aucun autre propos que d'attirer l'œil de manière grossière. C'est une façon de faire qui se conçoit dans le cadre d'un groupe qui cherche à provoquer des réactions brutalement, d'abord par la musique, et si la pochette peut déranger, c'est encore mieux. Mais faire un usage si superficiel de l'outil qu'est le gore, dans tout ce qu'il a de repoussant et de no limites, n'est pas suffisant pour se donner le statut de contre-culture, car le fond, le propos qui est porté ici, est en bien des points similaire à celui que la société dominante de consommation de masse, les grandes entreprises publicitaires qui cherchent à attirer le désir le plus bas et les pulsions les plus primaires du spectateur, afin d'attiser son attention et de le faire consommer. Servir au public du sexe, même s'il est outrancier, et de la violence, de l'immoral, ce n'est pas une pratique contre-culturelle, bien au contraire puisque cela s'inscrit totalement dans les méthodes de communication de la culture dominante. Et cela avant même que nous n'évoquions le sujet de la pornographie et de l'industrie lucrative qu'elle représente. Sa démocratisation, notamment par le biais d'Internet, a permis de mettre à jour certaines pratiques extrêmes, comme le sadomasochisme, le bondage, etc., qui feraient pâlir plus d'un spectateur.
Mais notre société de consommation ultra-capitaliste ne se prive pas d'en faire un produit tout à fait rentable. À travers l'industrie de la pornographie, le capitaliste nous vend une certaine image de la sexualité, et, par la même occasion, du corps de la femme, une question qui est aujourd'hui rapidement balayée du revers de la main, mais qui existe bel et bien. Le corps de la femme est présenté comme un simple objet sexuel qui, plus il ira loin dans les pratiques fantaisistes et extrêmes, plus il sera attrayant. Un peu à la manière d'un appareil électroménager dont on peut évaluer la valeur en fonction de la quantité d'options qu'il présente. Et ce n'est pas parce que les pochettes ajoutent une couche de gore par-dessus ces mêmes schémas que cela suffit à les épargner dans la critique que l'on peut faire du traitement de l'image de la femme. On peut pousser un peu plus loin le parallèle entre la pornographie industrialisée et l'imagerie du gore obscène de ces groupes de métal extrêmes. Même en s'éloignant de quelques pas du sujet du sexisme et de l'image de la femme, notre société occidentale capitaliste, par l'industrie de la pornographie, nous vend une sexualité crispante, insatisfaisante et insatiable, du fait de la fantaisie dont elle est faite, et surtout parce qu'elle est indirecte, qu'elle ne nous touche pas directement, et qu'elle ne nous touchera jamais. Nous n'en serons à jamais que des spectateurs passifs, extérieurs. Cela crée donc fatalement de la frustration qui mène au besoin, à l'envie de consommer davantage de cette pornographie, afin d'espérer atteindre un jour la satisfaction qu'elle nous promet sans jamais nous la donner. C'est une mécanique commerciale basée sur nos instincts et nos désirs les plus bas, dans le but de transformer une envie en besoin. Le spectateur va chercher à toujours en voir plus, à aller de plus en plus loin pour assouvir ces besoins artificiels qu'on lui crée. D'une certaine façon, c'est la même chose avec le gore. Cela répond pas aux mêmes attentes, aux mêmes pulsions, mais la mécanique est à peu près la même. Le spectateur voit du gore et apprécie cela, s'il y est un peu enclin évidemment, car tout le monde n'a pas la même sensibilité. Cela fait appel à sa part la plus extrême, la plus violente de nous, au désir pulsionnel qui se rattache à la mort et à la souffrance que l'humain a à cœur d'explorer et d'en percer les secrets. Mais, de la même manière que pour la pornographie, le gore qui nous est donné est au pire artificiel quand il s'agit d'illustration, et au mieux indirect quand il s'agit de photographie. La distance du spectateur, qui sera toujours en train de regarder une scène à laquelle il est extérieur, et la sensation de ne pas pouvoir véritablement prendre part à celle-ci, de ne pas pouvoir en ressentir, créera très souvent de la frustration, et donc le besoin d'en voir plus et de partir en quête de toujours plus de gore, pour peut-être un jour trouver la scène qui sera vraiment satisfaisante. Ainsi, la mécanique de frustration qui crée le besoin peut être également une explication à la véritable course au gore qui se joue depuis le début des années 90, notamment dans la scène grindcore et gore grind. Pour refermer cette longue parenthèse et en revenir à l'image de la femme dans les pochettes de métal gore, c'est une observation de ma pratique personnelle qui me pousse à la réflexion quant aux moyens de se dégager du sexisme omniprésent dans les pochettes. Pour cela, il faut que je vous décrive l'évolution que j'ai connue entre deux illustrations bien particulières de mon cru. La première est intitulée Genital Parasite. Elle a été réalisée par mes soins alors que j'étais en licence d'art plastique, en 2013, et que je me plongeais progressivement dans le dessin gore et brutal. Très inspiré par les artworks de death metal, j'ai naturellement reproduit les mêmes schémas. Le dessin représente une femme nue, debout dans un marécage, horrifiée devant les tentacules pustuleuses qui lui sortent du vagin, et derrière elle, un monstre à forme de pénis gigantesque s'apprête à la dévorer. Dans ce dessin, à forte connotation sexuelle mais qui se veut repoussant, la femme est présentée comme soumise. Elle subit ce qui lui arrive, elle est paniquée et est victime de la situation et du monstre. Arrivons maintenant au début d'année 2018. Je suis étudiant en master d'art plastique, et que ce soit délibéré ou non, ma pratique a intégré des problématiques plus conscientes. Aussi, lorsque je décide de faire une nouvelle version de ce dessin qui avait été bien apprécié, je finis par réaliser avec les mêmes éléments une scène tout à fait différente que dans le sens qu'elle porte. La femme est toujours nue dans un marécage, mais elle n'est pas paniquée par les tentacules, elle se tient droite, assurée, la main sur le pénis géant qui semble être docile à la manière d'un animal de compagnie, et elle regarde le spectateur droit dans les yeux. Si cela ne peut pas suffire à ôter cette image, le caractère sexiste de voir une femme nue dans une situation liée au sexe, le fait qu'elle soit présentée dominante dans la scène change radicalement le rapport du spectateur au personnage. Il ne se délecte plus de la souffrance de la femme, mais peut voir en elle un personnage assuré, qui est à sa place, en confiance et qui a un certain pouvoir sur son environnement. L'attitude du monstre pénis est également pleine de sens, car si dans sa première version du dessin, il pouvait être la métaphore du viol, puisqu'il s'apprête à agresser une femme déjà en position de faiblesse, il est, dans cette nouvelle version, soumis à la femme et semble obéissant. C'est une façon de montrer que la femme est maître de sa sexualité, qu'elle aborde son pouvoir sur le sexe pour toujours être en position de domination et jamais de soumission.
La première version de Genital Parasite est le fruit de mes influences aveugles des illustrations de death metal, sans plus de réflexion que la reproduction bête et méchante des schémas classiques du genre. La seconde est, quant à elle, beaucoup plus teintée des problématiques qui ont rythmé ma scolarité, et plus généralement ma vie, depuis. Le fait de s'intéresser de plus en plus aux sous-textes des œuvres, mais également au sexisme qui peut s'insinuer sournoisement là où on n'y faisait alors pas attention, a joué un rôle indirectement sur ma façon de concevoir une image et le message qu'il fallait ou non véhiculer.